Comment passer du salariat à entrepreneur, coach, consultant, thérapeute? C'est une grande question. Ça implique beaucoup de changements dans la vie, alors au niveau de l'orientation familiale, au niveau de la manière de penser le boulot, de la gestion du temps, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, on va illustrer le propos avec mon invité, Jérôme Pinard, qui lui avant était un salarié. Et aujourd'hui, donc, il a lancé son business. Tu n'en vis pas encore exactement, mais c'est sur le point de venir. Donc aujourd'hui, on va illustrer les propos que je t'avais parlé dans une précédente émission, la numéro 342, qui s'intitulait « Comment passer du salariat à l'entrepreneuriat ». Dans cette vidéo, j'expliquais que l'atout principal d'un salarié, c'était le réseau. Et je t'avais donné une technique pour bien exploiter ce réseau, pour t'aider donc justement à lancer ton business. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la regarder sur biz200.fr/go/342. Aujourd'hui, on va parler comment on gère les ruptures donc, du salariat à l'entrepreneuriat, les grands changements de vie que ça implique. Jérôme va nous illustrer un peu son parcours et puis quelles problématiques, quelles douleurs il avait et puis comment il a géré tout ça, quelles solutions tu as mis en place. Alors pour te présenter quand même Jérôme Pinard, aujourd'hui créateur du Sailing Business Club, 47 ans, ex-salarié d'Airbus. Avant tu gérais des wagons de pétrole comme tu me disais et tu étais au début de ta carrière, consultant formateur en gestion de trésorerie. Exactement. Voilà. Donc merci Jérôme d'être là aujourd'hui. Merci à toi de m'inviter. Avec plaisir. Bienvenue dans l'émission. Et si tu découvres cette vidéo à l'instant, sache que tu es dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, une émission quotidienne qui te parle de web marketing, comment lancer, développer, accélérer ton activité. Et tu retrouves bien sûr tout ça sur biz200.fr. Et moi, je suis David, expert web marketing et mentor. Jérôme, alors, avant, donc, tu étais consultant formateur. Ensuite, tu as géré, tu as travaillé dans la pétrochimie. Dans la pétrochimie. Et ensuite, donc, chez Airbus. Grosso Airbus modo, ouais. en quelques mots, comment a démarré cette carrière? C'était une carrière tracée, etc. C'était. Je pense que c'est la carrière de beaucoup de personnes qui font des études le plus loin possible en fonction de leur capacité et puis qui rentrent dans un schéma classique de salariat. Donc moi, j'ai fait une école de commerce. Une des voies possibles quand tu sors d'une école de commerce, c'est d'être consultant. C'est-à-dire que tu apprends beaucoup de choses en tant que consultant par rapport à l'expérience que te donnent tes clients. Je me suis passionné dans ce métier-là, ça a été vraiment quelque chose où je me suis investi, mais j'ai fait à la fin mon premier burn-out. J'en ai pris conscience il y a quelques semaines. C'est par épuisement, je dis non, ça me passionne, je me donne à 200%. Et à un moment, j'en pouvais plus physiquement. Donc on a négocié avec le patron, ok, un divorce à l'amiable, mais c'était une très belle expérience. Après, classique, période de chômage, pour pouvoir mettre du beurre dans les épinards, ça. Oui, donc là, je suis allé charger des wagons de pétrole, décharger des bateaux de gaz liquide donc à côté, là, au port de Martigues, à la Vera. Et puis, à un moment, une société d'intérim m'a appelé par rapport à les expériences que j'avais quand même au niveau achat pour me faire intervenir chez Airbus Hélicoptère, qui à l'époque s'appelait Eurocopter. Donc tu es content, tu as une belle signature comme ça. À l'époque, j'avais le choix entre aller travailler pendant 6 mois au Maroc pour IBM, etc., mais en CDD ou Airbus Hélicoptère. J'ai fait le choix de la sécurité. J'en parle parce que pour moi, à un moment, j'ai fait l'analyse. Je sais que tous les choix que j'ai faits dans ma vie en privilégiant la sécurité au détriment du cœur, ça a été des mauvais choix. D'accord. Bon. Mais en tout cas, ça a été un parcours classique de quelqu'un qui veut rentrer dans un système, qui en profite avec des bons salaires. Premier burn-out, je pense, en 2001. Deuxième burn-out en 2017. Et troisième burn-out en 2012. Quoi, 2016 parce qu'on est en 2017, mais... J'ai dit quoi? 2017. Donc 2006. 2006. Okay. Merci. C'était pour voir si tu suivais. Alors, est-ce que quand tu démarres cette carrière et quand tu passes de job en job, finalement, est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, c'est quelque chose que tu pensais déjà ou c'était pas question, c'est pour des fous, je suis pas capable, j'ai pas la capacité ou je sais pas quoi. C'était un fantasme. C'était un fantasme. C'était un fantasme depuis l'adolescence. Moi, j'ai eu la chance, là où j'ai passé mes vacances dans le Var, d'avoir un entrepreneur qui m'a inspiré.
Ok. Quelqu'un qui est parti de rien Oui. et qui avait monté une très belle société familiale. Et certains jours, l'été, je me faisais une petite souris dans son... Parce qu'il travaillait tous les matins, lui. Mhm. On était au bord de la plage, mais le matin, il travaillait, l'après-midi, on allait faire du bateau. D'accord. Ok. Et j'admirais cette personne-là, elle m'a beaucoup inspiré. Mais c'était le fantasme, parce que moi, mes parents, mon père était salarié, ma mère au foyer, donc j'avais pas de modèle direct. Ok. Donc j'avais pas de... Voilà, Ok. c'était fais tes Ok. études, bon. C'est un classique. Ouais. D'accord. Ok, alors donc ce que je te propose, c'est de partager avec notre auditeur qu'est-ce qui t'a amené justement de passer de cette période de salariat à finalement ce qui va déclencher ce début ok, l'entrepreneuriat ça devient possible. Alors tu m'as parlé justement que tu avais eu une rupture de confiance avec ta hiérarchie, cumulée avec une rupture amoureuse. Et puis il y avait aussi des problématiques sur ton réseau, quoi, sur les personnes qui t'entouraient. Oui, on a Alors, parlé... est-ce que tu peux nous illustrer un peu sur ce déclencheur Alors, de changement de vie? vraiment le premier déclencheur qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas à ma place. Enfin, c'était pas une prise de conscience, c'était juste un moment, le deuxième burn-out. En fait, ma hiérarchie, bon, je suis embauché chez Airbus Hélicoptère. Ma hiérarchie me fait intervenir, propose des responsabilités sur un projet et ne respecte pas le deal. C'est-à-dire qu'à un moment, je me retrouve, en faisant le point avec mon chef, avec une charge de travail de 250%. Donc, je vois que ce qui avait été promis pour que justement je puisse le faire ils n'avaient pas respecté leur parole. Je continue parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas faire du mauvais travail, à m'investir malgré tout. Et à un moment, on me sanctionne parce que 250% de charge de travail, tu n'es pas capable de tout faire, donc il y a des choses que tu ne fais pas et on te reproche. Et donc là, burn-out parce que je comprends que je me suis fait avoir. Alors, je dirais qu'à l'époque, j'en ai voulu à ma hiérarchie. Tout le travail que j'ai fait depuis m'a fait comprendre que c'était à moi, à un moment, de dire stop et de ne pas aller plus loin. Je me suis laissé faire. C'est là où commence à intervenir ce qu'on appelle le développement personnel. C'est là où je commence à lire des blogs. Oui. Le premier que je vois, alors c'est plus sur l'enrichissement, c'est celui de Michael Ferrari sur Esprit riche. Je commence à lire des livres. Stephen Covey. Et puis, là, je commence à me poser des questions, donc à aller chercher à l'extérieur sur Internet ou dans des livres des explications, d'essayer un peu de comprendre ce qui se passait. Et puis, en parallèle, ce qui a accéléré, on va dire, c'est qu'à ce moment-là, je romps avec ma copine de l'époque. Je me retrouve sur le marché du célibat, je tape dans Google séduction, et puis je découvre qu'il y a une communauté de la séduction. Donc, je rencontre des gens qui ont la même problématique que moi, c'est-à-dire comment on fait déjà pour aller séduire une dame. Et en fait, dans ces réunions, on se rend compte qu'il y en a un qui vient, qui dit au fait, regardez ce que j'ai trouvé, c'est qu'il faut définir ses objectifs, il faut gérer ses peurs, ses émotions. Enfin, tu connais, c'est le développement personnel. C'est des procédures de développement personnel. Et je dis tiens, ouais, pourquoi pas. C'est pas la technique de drague, c'est pas la technique de séduction, c'est la technique sur soi. C'est de savoir quelles sont ses motivations, enfin de travailler ses peurs, ses émotions. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à mettre le doigt dans le développement personnel, par la séduction. Je crois que tu avais une troisième question. Oui, donc ça c'est le déclencheur. Ok, donc tu arrives là-dedans. Finalement, à travers cette cassure dans ta vie, finalement tu te réalignes avec toi-même, ce qu'on appelle le self-alignment. C'est-à-dire que tu redécouvres vraiment quelle est ta vision, tes valeurs. Tu découvres que finalement tu as de la confiance en toi et que tu as des atouts et qu'il faut juste en fait aller puiser dedans pour réamorcer une nouvelle vie. Alors du coup, donc, tu découvres ce réseau de drague, etc. Mais, ok, bon, ça c'est un outil que tu travailles. Ça va te donner la force peut-être de faire ce premier business dont tu me parlais. Alors le business, c'est vraiment... donc ça, la communauté de la séduction, c'était 2008. Moi, on va dire, je suis comme mon troisième burn-out en 2012. Vers 2011-2012, je commence à m'intéresser à l'investissement immobilier en me disant il faut que je m'investisse en dehors de mon travail, parce que c'est pas là où j'obtiens de la satisfaction. La situation s'était pas arrangée. Avec mon employeur, ça a fini où moi je demande un congé sabbatique, ça se finit en licenciement, bon bref. Mais n'empêche que, tiens, c'est une occasion vraiment d'avoir une rupture franche. Et je commence à acheter une formation, un coaching,
qui me permet justement d'aller chercher mes talents, d'aller chercher mes compétences, d'aller puiser en moi, d'aller comprendre. C'était quelque chose sur l'entrepreneuriat et le leadership. C'est Spark de Franck Nicolas. Si tu ne connais pas Franck Nicolas, il est excellent. Juste, toutes les références qu'on cite là maintenant, tu les retrouveras bien sûr sur la page qui résume cette émission. Tu as un lien sur la vidéo ou juste en dessous dans la description, si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, tu cliques sur le lien et commence par business100.fr/go/ ensuite le numéro de l'émission et tu retrouveras effectivement toutes les références qu'on cite. Et donc ce travail, c'est un coaching à distance, là il nous fait travailler énormément sur tout ce qu'on a à faire pour un moment se dire ok c'est quoi ma... À l'époque quand j'ai démarré son coaching en 2013, oui. Je m'attendais pas à ça. Ce coaching, il est fou celui-là. Non, au contraire, je voyais que ça... Non, si j'ai acheté la formation, c'est que j'y croyais. Beaucoup de gens souvent commencent à regarder Franck Nicolas, ou on peut parler de David Lefrançois, on peut en parler de plein. Au début, quand on est étranger au développement personnel, on les prend pour des fous. Mais moi, j'avais fait le chemin. C'est-à-dire que par mes lectures, ou par des blogs, ou par des vidéos que je suis, et que là, je me suis dit, ok, maintenant, j'ai besoin d'être aidé. Alors, je crois que toi, tu m'as dit, toi personnellement, tu as fait le choix de coach en face à face ou en présentiel, par Skype, de vraiment travailler avec quelqu'un. Oui. Moi, à ce moment-là, je fais le choix de travailler via une formation qui se trouve sur Internet. Et en un an, j'ai mis un an pour arriver à l'évidence de ma mission de vie et de mon don ultime. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, je me suis dit, ok, j'adore organiser, j'adore générer de la convivialité, j'adore naviguer. Alors justement, ça nous fait un excellent pont. C'est qu'il y a un truc, d'ailleurs j'ai oublié de dire depuis le début, c'est ennuyant, ça fait déjà 10 minutes qu'on enregistre. Et oui, tu es un passionné de mer en fait. Ah oui. Tu as commencé la navigation donc, quand tu avais 7 ans avec plein de mésaventures, mais du coup, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un fil conducteur sur ta vie, c'est vraiment un horizon, c'est le cas de le dire. Et en fait, maintenant, voilà, c'est ça ton vrai business aujourd'hui. C'est ça. En fait, mon vrai business, c'est d'allier ma passion. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ma mission de vie, c'est un triptyque. Le premier volet, c'est mes tripes. Et c'est ma passion. C'est que tu mets n'importe où en mer, pratiquement jusqu'à l'ouragan, je suis à ma place. Voilà, j'ai navigué par force 10, donc pour force 10, ça veut dire tempête, c'est-à-dire qu'il y a 12 niveaux. J'étais pas bien, mais j'étais heureux. Dans le sens, ouais, je suis à ma place. Je suis vraiment, je ne pourrais pas l'expliquer, ça ne s'explique pas, c'est mes tripes. Voilà. Ma deuxième mission de vie, c'est le cœur, c'est le partage. Parce que j'ai appris, on m'a mis la première fois sur un bateau à voile à l'âge de 7 ans. Au 3e cours de voile, je partais, je voulais aller voir derrière l'horizon, à quoi ça ressemblait. À 10 ans, je commence à la navigation au moteur. Et depuis lors, je sais pas, depuis l'âge de 10 ans, j'ai dû emmener peut-être pas loin d'1 millier de personnes en mer. Parce que j'adore emmener en disant, regarde comme c'est beau. Et ça, c'est le cœur, c'est le partage. Et après, tout le travail que j'ai fait avec Franck Nicolas ou avec d'autres coachs, encore plus business, c'est de se dire, ok, comment je peux créer de la valeur ajoutée pour que je puisse en vivre. C'est-à-dire que les gens, je les emmène, je suis payé pour ça, et que la valeur ajoutée qu'ils perçoivent me permet, moi, de dégager une marge et d'en vivre tout en créant du bonheur pour les autres et pour moi. Voilà. Et c'est comme ça que va naître ton activité actuelle, Sailing Business Club. Donc tu peux nous présenter, je pense, en quelques phrases, quelle est ton activité. Oui. En gros, quel est le principe? Moi, je crée du bonheur nautique qui, on va dire, accélérateur de richesse ou de succès. C'est-à-dire que, justement, le travail que j'ai fait sur la valeur ajoutée, aujourd'hui, je me concentre à créer de la valeur ajoutée pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les investisseurs immobiliers. En créant du réseautage, en amenant sur une journée, une soirée, un week-end ou une semaine, il y a 4 formats, les gens viennent, ils naviguent, ils réseautent, et puis il y a des coachs, des consultants, des formateurs qui viennent leur donner des outils. Parce que la mer a ce côté génial, c'est que quand on est sur un bateau, on largue les amarres, physiquement, mais dans notre tête, on laisse les problèmes à terre. Et d'ailleurs, mais tout à fait, et je rejoins parfaitement ce genre de notion, parce qu'on peut faire plein de parallèles avec la vie, la biologie, comme la psychologie, le développement personnel, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on organise différents événements ensemble cet été. On aura l'occasion de t'en reparler dans des prochaines vidéos. J'aimerais bien qu'on illustre un peu les problématiques que tu as dû dépasser pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Donc voilà, tu étais salarié auparavant, plusieurs éléments qui t'amènent à lancer ton business, tu passes par une case de développement personnel.
depuis 2016, donc tu développes ton activité de business selling, selling business club. De toute façon, tu as l'adresse qui apparaît sur l'écran. Encore une fois, hein, tu vas sur la page qui résume cette émission et tu auras toutes les coordonnées de Jérôme si tu souhaites le contacter ou échanger, etc. Quelles étaient tes plus grosses peurs ou problématiques pour lancer Selling Business Club? Quels étaient vraiment les trucs qui te fallait dépasser, mais que vraiment là, il y avait de l'appréhension? Alors, c'est les choses qui vont m'arriver au fur et à mesure dans ma tête. C'est la peur de perdre de l'argent. C'est la peur de l'échec. Oui. Et après, la peur de la réussite. Tu peux nous donner comment elle se matérialiser? Oui, alors pour la peur de perdre de l'argent, mai 2016, j'organise mon premier événement où c'est une sortie à la journée réseautage sur un magnifique ketch, donc un 2-mâts en bois de 24 mètres. Et puis, j'ai mes coûts, j'ai mes rentrées, j'ai mes recettes, et là je me retrouve en déficit. Je crois 300 ou 400 euros de déficit. Les années précédentes, j'avais organisé des événements, mais il n'y avait pas vraiment d'enjeu financier. Là, je démarre. Waouh! Et là, je commence à avoir des doutes en disant, mais mince, finalement, est-ce que ce que je suis en train de faire à la fin de l'été, si j'en fais un par mois ou une fois par semaine, c'est quoi? C'est 5 000 euros que je vais perdre? Donc la peur de perdre de l'argent. Et là, le travail, le coaching Spark de Franck, elle permet de dire, attends, là aujourd'hui, c'est une peur. Est-ce que tu crois ou pas en toi? Est-ce que tu crois ou pas dans ton projet? Bah oui, Jérôme, tu crois. Ouais, j'aime bien me parler à moi-même. Donc là, c'est pas parce qu'il y a eu un événement qui fait que c'est déficitaire qu'il faut le généraliser. Donc maintenant, tu vas rentrer dans ta tête un nouvel état d'esprit ou une vision que ça va réussir, que ça va marcher. Parce qu'on sait très bien que ce que l'on a dans la tête, on le transforme petit à petit dans le monde physique. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des forces de... C'est quoi, la loi d'attraction, qui en parle le plus, ou en tout cas qui est très médiatisée en ce moment. Donc, oui, j'ai pris la leçon et je me suis dit, je vais continuer, j'y crois dans mon projet, je vais juste changer un moment le système de rémunération du propriétaire du voilier, pour que justement je n'ai pas ce risque. Et donc on a trouvé un arrangement et du coup tous les autres événements que j'ai organisés l'an dernier, ils ont été bénéficiaires. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Exactement. Et chaque problème apporte une solution. Alors on va faire un parallèle avec la mer, comme qui est très intéressant. Et ce parallèle, c'est que quand tu es en mer, que tout aille bien ou que tout aille mal, tu n'as pas le choix, il faut toujours trouver des solutions, sinon c'est la mort. Tu coules ou tu vis? Je ne sais pas si c'est aussi binaire que ça sur un bateau, mais moi j'ai eu une expérience où j'ai failli mourir en mer, donc oui, ça me parle. Donc du coup, le business, c'est ça en fait. C'est soit on voit que le problème et on se focalise dessus, et du coup on grossit le problème. Alors comme dit Franck Nicolas, tu as ce hamster qui tourne. Ou alors tu dis, bon, ok, il y a ce problème-là, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que j'enlève pour que ça marche? Du coup, c'est intéressant parce que tu nous parlais au début de cette vidéo de cette problématique sécurité qui était quelque chose de fort au début. Donc c'était aussi une des problématiques, je suppose, à lisser peut-être. La sécurité, regarde, on a un système éducatif, enfin en tout cas on est une génération, je ne sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui le système éducatif, mais on était vraiment dans un système qui est une reproduction de l'usine, avec la sonnerie, la présence, la note qui représente ton salaire, etc. Tu rentres dans une entreprise où finalement, du moment où tu rentres dans l'école jusqu'au moment où tu es dans l'entreprise, on réfléchit pour toi. On te sécurise, tu as un salaire. Et puis le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas qu'en fait la sécurité devient un problème, c'est qu'on revient, je dirais, aux racines de l'humain. L'humain, il est globalement, depuis l'origine des temps, quelqu'un qui est en insécurité. Le salariat, c'est quelque chose qui a 2 siècles. Et jusqu'à il y a 2 siècles, les humains travaillaient avec cette notion de risque, cette notion d'insécurité. C'est qu'aujourd'hui, on est tellement mis en sécurité qu'on se dit « Waouh, à l'extérieur, mais c'est dangereux ». C'est pas que c'est dangereux, c'est que c'est la vie. C'est qu'il y a autre chose. L'entrepreneuriat, c'est excitant. Moi, je veux dire, sur ce chemin-là, alors comme tu le disais, aujourd'hui, j'en vis pas encore, mais cette année, ça devrait être l'année où je commence enfin à pouvoir me rémunérer. De toute façon, ça fait combien de temps que tu es vraiment lancé? Officiel avec ton site web, etc. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an? Ça fait 1 an. Okay. Ça fait 1 an. Et en 1 an, si tu veux, pour ceux qui connaissent le développement personnel, je suis le co-organisateur en septembre-octobre en Grèce de la croisière Napoleon Hill. Les représentants en France, Sergio Lobari et Susanna Croma, ont co-créé ensemble leur croisière Napoleon Hill. En 1 an, de pouvoir passer d'une journée déficitaire à Marseille à quelque chose d'international, enfin en tout cas
pour le monde francophone, waouh! C'est juste parce qu'à un moment, j'arrive sur une proposition qui est complètement novatrice. Alors après, c'est le choix, soit on fait quelque chose qui existe déjà, on le fait en mieux, soit on innove. Ça a été mon cas. Mais pour moi, on pourrait en parler des heures, on va pas embêter tout le monde, je sais qu'il faut former dans un format quand même assez limité. Mais il y a tellement de choses à dire, à vivre, à raconter sur l'entrepreneuriat. Moi, je suis un ancien salarié, j'ai mal vécu le salariat, c'est par rapport à moi. Et j'ai pas de leçon et je ne peux pas généraliser mon cas. C'est que je ne suis pas fait pour ça. Il m'a fallu du temps. C'est juste qu'il m'a fallu du temps parce que j'ai été éduqué, dressé. Ben oui, il faut le temps de comprendre, de prendre du recul sur soi, etc. Malheureusement, les burn-out sont faits pour ça, en fait. Hein. C'est triste, hein, parce que des fois, c'est quand même dramatique. Il y a des gens qui ne s'en relèvent jamais. Le burn-out, des fois, il y a des conséquences psychomoteurs, etc., qui sont à vie derrière. Il y en a qui se suicident. Oui, sans même parler de ça, tout à fait. Oui. Alors, en fait, c'est très intéressant parce que tu me disais, donc, voilà, avant, il y a 2 siècles, on n'était pas salarié, on vivait avec une notion de risque. Et effectivement, mais même on peut dire que l'humain est depuis tous les temps entrepreneur, en fait. Oui. Parce qu'il faut être entrepreneur pour monter en haut de l'arbre, machin. Et ce que tu me disais aussi, c'est que dans son salariat, il y a une notion que j'attends de recevoir un ordre et d'exécuter pour quelqu'un. Donc, il y a une histoire je suis en posture de receveur. Et que quand on est entrepreneur, il y a une notion d'initiative, en fait. C'était en tout cas mon cas en tant que salarié, je n'étais pas proactif. Et le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent, merci pour la longueur du titre, franchement. C'est là où j'ai commencé, même en tant que salarié, à me dire qu'il faut que je sois proactif. Et en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que là, tu es face à toi-même, tu es face à tes propres choix. Et qu'est-ce qui remonte à ce moment-là? Quelles sont les difficultés ou les questions ou les peurs? Je sais pas. C'est les émotions. Qu'est-ce que tu as dans la tête? C'est putain, yes, je vais tout éclater, je vais avoir des super beaux catamarans à guider pour mes croisières, ou est-ce que c'est oulala, comment je vais faire ça, je sais pas, qu'est-ce qui se passe Je dirais que j'aurais été salarié, si je me projette en arrière, je ne sais pas si on peut faire une projection en arrière, si je me revisualise en arrière, je pense que j'aurais été incapable, il y a 10 ans, de me dire je vais lancer un événement aussi gros que ce que je suis en train de faire le mois de juin, des impacts financiers, non, je ne l'aurais pas fait. Parce que j'aurais pas eu la capacité de me dire. À l'époque, tu n'avais pas les outils pour voir ça. J'avais pas les outils, j'avais pas les connexions cérébrales pour me dire. Mais attends, on a discuté. Tu as je sais pas si dans tes vidéos, je pense que tu as dû en parler. Le fameux fake it until you make it. Absolument, oui. Faire semblant avant d'avoir le vrai, oui. Voilà. Quand tu es salarié, moi, je voulais tout analyser avant de prendre une décision. Pour prendre une décision. Et l'action après venait. C'est le truc de l'analytique et de pouvoir se rassurer que les éléments factuels. Après, c'était mon fonctionnement. Ouais. Mais je dirais que maintenant, je suis en capacité sur un site internet de poser un programme, de mettre des outils marketing, des tunnels de vente et de voir si au bout des comptes, il y a des gens qui font des pré-réservations. Et donc de me dire, ok, cette thématique, elle marche ou elle ne marche pas. En tant que salarié, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas bien ça. Oui, c'est côté éthique, jugement. Alors que finalement, quand tu es entrepreneur, il faut que tu trouves ta voie, il faut que tu trouves comment créer de la valeur ajoutée. Et puis les gens qui auraient éventuellement acheté quelque chose que tu ne vas pas parce qu'il n'y a pas assez de monde, tu les rembourses et tu leur dis par contre, tu leur expliques. C'est pas du mensonge. De toute façon, il faut entreprendre. Ça dépend. Après, ça dépend. Qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce qu'on ne dit pas? Est-ce que tu dis que ton produit existe déjà, qu'il y a déjà 15 milliardaires qui l'ont acheté et compagnie? Ça, c'est du mensonge. Donc, non. Ça, c'est pas éthique. Par contre, il y a plein de manières en fait de prêcher le faux avant d'avoir le vrai. Donc, fake it until you make it, tunnel de vente, prévente de produits avant qu'ils existent, etc. Tout ça sont les sujets que tu vas retrouver dans les liens annexes sur la page qui résume cette émission. Si je remonte sur l'année qui vient de s'écouler, à partir de l'été dernier à aujourd'hui, on part donc d'un événement déficitaire à plein de peurs, plein de problématiques, plein de succès, etc. qui ont été réalisés et puis dépassés. Est-ce que tu peux nous donner, parce que là on parle de problématiques, etc., mais quelques succès, même qui peuvent ressembler à 3 fois rien vu de l'extérieur, mais qui pour toi ont été vraiment, ça a été vraiment un palier? Alors pour moi, une claque positive, c'était il y a 2 ans, donc je disais, j'avais acheté la formation de Franck, Spark. Il y a une communauté Facebook très puissante, et j'invite à ceux qui ont l'occasion de pouvoir rentrer dans des communautés privées de s'investir, parce que c'est un levier énorme. Et donc moi, je m'investis dans cette communauté, j'organise régulièrement à la maison à l'époque des masterminds, des rencontres. Oui. Arrivent les beaux jours, et donc à un moment, je dis, bah tiens,
On va aller en mer. Pourquoi pas faire ça en mer? Je suis à Marseille, à côté de Marseille, à l'époque j'habitais à Aix-en-Provence. Et puis, en quelques jours, je remplis un bateau. Et à cette époque-là, Franck, je crois qu'il fait toujours des lives, des directs. Et puis il voit qu'à un moment, je suis sur le live. Et il s'excite, il dit « Mais attends, mais il y a Jérôme, c'est un petit gars, il est à côté de Marseille. » Moi, je l'avais rencontré quelques semaines avant à une de ses conférences à côté de Grenoble. J'avais eu discuté avec lui. Et lui, il lâche, il dit « Pétard, mais Jérôme, c'est quelqu'un, c'est un passionné de mer. » Je lui ai dit exactement la même chose que toi. Hein. Allez-y, il faut remplir ses bateaux. En direct, il me dit « Combien t'as de bateaux ?» Moi, je tente de répondre, il attend même pas. De toute façon, Jérôme, je le connais. Plus il y a de personnes en mer et à qui il peut livrer du bonheur, plus il sera content, donc allez-y. J'ai rempli en une semaine on a rempli 3 bateaux. Je livre la journée, entre guillemets, on passe la journée, on fait une journée en mer à 3 bateaux, dans la rade de Marseille. J'organise un réseautage entre les différentes personnes, et à la fin, je vais prendre mon salaire. Mon salaire ce jour-là, c'est pas de prendre l'argent pour payer les propriétaires de bateaux, c'est d'aller regarder dans les yeux des participants les nombres d'étincelles qu'il y avait, les étoiles. Parce que les gens avaient passé une belle journée. Et la claque positive, c'est un couple qui m'a dit, à la fin de la journée, « Jérôme, on veut vraiment te remercier, mais on ne sait pas comment, parce qu'on a passé la plus belle journée de notre vie. » Waouh! Quand tu reçois ça, tu ne reçois pas de l'argent, mais ton cœur, il fait boum. Parce que moi, je marche avec le cœur. Et tous les moments de down que j'ai eu depuis, je me suis rappelé ce couple. En me disant, Jérôme, n'oublie pas que tu as la capacité, c'est pas un don qui m'est personnel, mais parce que je connais la mer, parce que je sais comment amener les gens en mer, j'ai un don de pouvoir rendre les gens heureux. Et que quand j'étais dans le down, je me suis dit, Jérôme, tu n'as pas le droit d'abandonner, parce que tu n'as pas le droit de garder ça pour toi. Tu es obligé de le partager au monde et d'emmener des gens en mer pour qu'ils vivent ce bonheur que tu vis. Tu n'as pas le droit d'arrêter. Tu vois, c'est un moteur énorme, ça. Ah ouais, c'est une motive phénoménale. Excellent tout ça, Jérôme. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose, je sais pas, avant de... Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Exact, donc, je suis très content, je te remercie beaucoup parce que j'étais content de pouvoir discuter avec toi. Et puis de toute façon, on va continuer le travail, puisque les discussions ensemble. Allez, dis-moi, quel est le gros challenge là, pour 2017? Alors pour 2017, il y a déjà d'organiser les soirées, donc on est sur un projet commun. Pareil, tu auras le lien dans la page qui résume. Je dirais que le gros projet pour le gros challenge maintenant, ça va être de livrer tout ce que j'ai construit. Donc la grosse croisière d'une semaine au mois de juin dans le Var, la croisière napoléonile, et de pouvoir, en fait là je me limite à 5 catamarans, et de pouvoir dégager des marges pour pouvoir réinvestir et l'an prochain de trouver des thématiques fortes et d'accélérer. Je suis en pleine phase d'accélération, donc c'est déjà un gros challenge pour moi, c'est de travailler en équipe. Parce que depuis le début que j'ai défini ma vision sur ce projet-là, il y a une chose aussi que je pense que tu connais, c'est quand tu veux te lancer dans un projet, une des motivations, c'est travailler sur un projet qui est plus grand que toi. Ah, clairement, oui, c'est la notion de la vision. Il faut regarder en haut pour être tracté. Et que tu sais que tout seul, tu ne peux pas réaliser. Il te faut une équipe. Que quand tu démarres, tu es tout seul, donc tu n'as pas l'équipe. Tu ne sais pas comment tu vas réaliser. Mais comme tu as un projet qui est juste magnétique, les gens en fait embarquent. Et c'est de gérer cet embarquement. Voilà, c'est mon gros challenge pour 2017. Livrer et embarquer les partenaires, les sous-traitants, les futurs associés. Excellent. Excellent, Jérôme. Bien sûr, tu retrouveras le résumé complet de cette interview sur mon site internet à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran ou sur lui comme info, ou même encore dans la description en dessous. Tu retrouveras bien sûr les coordonnées de notre cher Jérôme Pinard, Sailing Business Club en région PACA. Captain Jérôme sur Facebook. Captain Jérôme sur Facebook. Il parlait de groupe Facebook, donc tu as aussi ton groupe justement par rapport à ça. Donc je mettrai les liens sur la page résumée. Et bien sûr, tu peux aussi rejoindre le groupe privé de Mon Business à 100% où tu as accès en exclusivité de certains contenus, de mes formations, etc., des échanges, etc. Et puis plein d'autres choses. Et moi, je te retrouve dans la prochaine émission, Mon Business à 200%. Merci de ta fidélité. À très bientôt. Bye bye. La reine d'Angleterre.